revoir pour la présentation. Du coup, bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler encore une fois de tendance à l'approche et à l'évitement, et je vais vous parler aussi encore une fois un petit peu d'approche incarnée de la cognition. Tu vois, plein de choses que vous avez un peu déjà vues ce matin. Pour commencer cette présentation, du coup, en fait, je vais vous présenter la question globale qu'on se pose dans la ligne de recherche dans laquelle je suis. Et la question qu'on se pose, on pourrait la résumer comme ça, en fait. Tout simplement, qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à approcher ou à éviter des stimuli, des animaux, des objets dans notre environnement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes, certains stimuli, certains animaux qu'on a plutôt tendance à approcher, et d'autres, quand on les voit, on a plutôt tendance à s'éloigner? Par exemple, qu'est-ce qui fait que si je vous montre ce petit chaton un peu mignon, vous devriez plutôt avoir tendance à vouloir l'approcher, alors que quand je vous montre ce chien qui monte les dents, en théorie, vous avez tout de suite beaucoup moins envie d'approcher le chien, vous avez plutôt envie de faire un pas en arrière et vous éloigner pour pas qu'il vous morde. Bon, du coup, c'est une question qui est un peu large, en fait, cette question de qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à approcher ou éviter des stimuli. Bien évidemment, c'est une question à laquelle il faudrait répondre avec plein de facteurs différents. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Notre objectif, ce n'est pas de donner une réponse exhaustive et définitive à cette question, bien évidemment, mais c'est plus de creuser, en l'occurrence, là, un facteur assez simple qui faisait l'objet de ces recherches. Et en l'occurrence, ce facteur, il est du coup assez simple, en fait, c'est l'idée que ce qui détermine nos comportements, là on parle surtout en fait de comportements un peu spontanés dans un premier temps, en fait, et en fait, un des trucs qui pourrait déterminer nos comportements d'approche et d'évitement, c'est tout simplement nos comportements passés. Donc l'idée qu'en fait, face à un stimulus, un des trucs qu'on pourrait faire, au moins dans un premier temps, c'est se comporter comme on s'est comporté par le passé face à ce stimulus ou à des stimuli similaires. Du coup, par exemple, si par le passé, j'ai plutôt eu tendance à approcher des petits chatons trop mignons, là, quand j'en vois un, ça devrait plutôt réactiver une tendance à l'approche. Alors que si j'ai eu plutôt tendance à éviter par le passé des chiens qui montraient les dents, ça devrait plutôt réactiver une tendance à l'évitement. Donc c'est ça l'idée générale. C'est une idée a priori qui est assez parcimonieuse. Elle fait peu de suppositions, ça nécessite juste un organisme qui est un système de mémoire, grosso modo. Et du coup, c'est une idée en fait, qui potentiellement pourrait s'appliquer de manière assez large au règne animal. Dans les recherches, moi je m'intéresse juste aux humains, mais dans l'idée, ça pourrait s'appliquer de manière assez large en fait. Ok. Du coup, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est pas d'expliquer tous les déterminants des comportements d'approche d'évitement, mais au moins en partie. Et voilà. Et c'est une idée simple qui pourrait expliquer en partie les comportements d'approche et d'évitement. Donc ça, c'est l'idée super globale. Et si jusque-là, c'est clair pour vous, je vais pouvoir rentrer un peu plus maintenant dans les modèles théoriques qu'on utilise. Et en l'occurrence, vu qu'en théorie, je ne me suis pas trompé de session, je vais vous parler de cadres incarnés de la mémoire. Donc ce dont nous ont parlé un petit peu ce matin Quentin et Théo. D'ailleurs, je les remercie d'avoir introduit le sujet, ça me facilite un peu le travail à moi. Et du coup, dans le cadre incarné de la mémoire, comme vous a dit Théo ce matin, et Quentin aussi, je crois qu'il en a parlé, contrairement à un cadre cognitiviste de la mémoire, donc l'approche classique de la mémoire, où les informations seraient conservées et encodées en mémoire de manière abstraite, donc il y aurait une abstraction des stimulations qu'on reçoit, qui seraient conservées ensuite de manière abstraite dans le système de mémoire. Dans une approche incarnée de la cognition, on n'a pas cette étape d'abstraction. Les expériences passées, elles sont conservées directement sous forme sensorimotrice, sans abstraction. Okay, et du coup, elles seront conservées en mémoire, les informations, et ensuite, quand on est face à un environnement, ces informations, elles pourraient être réactivées, et encore une fois, du coup, elles seraient réactivées de manière sensorimotrice. Donc, ce n'est pas des informations qui seraient réactivées de manière abstraite, mais vraiment, c'est des informations sensorimotrices qui sont réactivées. Jusque-là, normalement, ce n'est pas très clair pour vous, du coup, je prends un petit exemple. L'idée, c'est que dans votre vie, quand vous avez rencontré des stimuli qui ressemblaient à ça, donc des tartes aux myrtilles, en général, ce que vous avez fait, c'est que vous avez du coup vu la tarte aux myrtilles, vous avez les yeux ouverts, et vous avez fait un autre truc aussi, vous avez sûrement pris une part, ou deux, ou plus, et vous avez mangé la tarte aux myrtilles, du coup, vous avez eu d'autres stimulations sensorimotrices, en l'occurrence des sensations sensorielles, par exemple du goût de la tarte aux myrtilles. Du coup, ça devrait être encodé dans votre système de mémoire. Vous devriez avoir, quand vous voyez l'image d'une tarte aux myrtilles, ça devrait réactiver, dans une certaine mesure bien sûr, le goût de la tarte aux myrtilles, vraiment au niveau sensoriel. Cette réactivation, du coup, elle serait différente de celle qui se produirait quand je vous présente une tarte au citron, qui devrait, elle, réactiver du coup plutôt le goût de la tarte au citron. Ok, donc ça, c'est l'idée globale du cadre théorique. Le point super important, c'est que c'est vraiment une réactivation sensorielle, mais j'ai insisté pas mal, donc normalement c'est assez clair. Maintenant, comment on applique ça à l'approche et à l'évitement? La première question à se poser, c'est quand on approche et on évite dans notre environnement, qu'est-ce que ça a comme conséquence au niveau sensoriel, au niveau sensorimoteur? Et en fait, une des conséquences presque systématiques quand j'approche ou que je m'éloigne de mon environnement,
c'est que quand j'approche, par exemple, dans mon environnement, j'ai une stimulation sensorielle systématique qui est que les objets au loin, ils grossissent sur ma rétine. Je vais avoir tous les éléments de mon environnement qui vont partir vers l'extérieur de mon champ visuel. Donc, toutes des stimulations qui sont sensorielles et qui sont super spécifiques à un mouvement d'approche. Pour le mouvement d'évitement, c'est l'inverse. Les stimuli vont rétrécir sur ma rétine et je vais avoir tous les éléments de mon environnement qui vont partir vers un point de fuite. Ces conséquences visuelles que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle un flux visuel d'approche d'évitement. Théo, il en a parlé aussi un petit peu ce matin. Et du coup, on imagine que ce flux visuel d'approche ou d'évitement, il est conservé en mémoire chez les individus. Et donc, dans le cadre théorique incarné, c'est vraiment la stimulation sensorielle qui est conservée en mémoire et qu'on pourrait réactiver. Du coup, par exemple, si par le passé, j'ai plutôt eu tendance à approcher ce type de stimuli, dans mon système de mémoire, ces stimuli devraient être conservés en relation avec un flux visuel d'approche. Okay. Inversement, pour les stimuli que j'aurais évités, ils devraient être conservés en mémoire avec un flux visuel d'évitement, plutôt. Et ces flux visuels, du coup, comme vous l'avez compris, ils devraient pouvoir être réactivés quand je présente ces stimuli ou des stimuli similaires. Du coup, ce raisonnement théorique, ce n'est pas un raisonnement théorique qui est très nouveau. En fait, c'est le raisonnement théorique qui a déjà été utilisé dans plein de travaux, notamment les travaux de Lavaste qu'a présenté du coup Théo ce matin. Donc des travaux qui ont été faits par Marine Rougier et l'équipe qui est autour de Marine Rougier. Mais jusqu'à présent, les travaux qui ont été faits, ils ne testent pas vraiment de manière directe la prédiction que je viens d'énoncer, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une réactivation vraiment au niveau sensoriel d'un flux visuel d'approche ou d'évitement. On pourrait dire que ça le teste de manière indirecte, mais ce n'est pas un test très direct de cette idée. Et du coup, l'objectif, vous l'aurez peut-être compris, ça va être d'essayer de tester cette idée à travers d'une expérience. Et pour vous faire un petit teaser sur cette expérience, on appelle ça l'expérience Star Wars entre nous. Je vous expliquerai après pourquoi. Ok, du coup, l'idée, c'est de tester s'il y aurait une réactivation sensorielle d'un flux visuel d'approche et d'évitement quand on présente des stimuli, précédemment approchés ou évités. Du coup, l'idée, c'est qu'on va présenter des stimuli positifs. On imagine que c'est des stimuli que les participants ont plutôt eu tendance à approcher au cours de leur vie. On a plutôt tendance à approcher les choses positives dans notre vie. Et donc, ça devrait être associé en mémoire, ces stimuli, avec un flux visuel d'approche. Inversement, pour les stimuli négatifs, on imagine qu'ils sont associés en mémoire plutôt avec des expériences où on a tendance à s'éloigner, des expériences d'évitement. Et donc, ça devrait être associé en mémoire avec un flux visuel d'évitement. La tâche que les participants vont faire, ça va être assez différent de ce qui a été présenté avant avec Lavaste et autres. Ici, ça va être une tâche de jugement d'un stimulus visuel qui va comporter plus ou moins d'approche-évitement. L'idée, c'est que du coup, un stimulus positif ou négatif, il devrait en fait influencer notre perception visuelle d'un stimulus visuel qui comporte un flux visuel d'approche et d'évitement. Jusque-là, normalement, ce n'est pas très clair ce que je dis par un stimulus visuel qui comporte plus ou moins d'approche et d'évitement. Du coup, les slides d'après, c'est les slides qui vont vous montrer les stimuli en gros à quoi ils ressemblaient, pour que ce soit un peu plus clair. Et on ne voit pas grand-chose. Vous voyez rien, c'est ça? C'est mieux ou pas? Cool. Ok, bon tant pis. Vous voyez à peu près? Ok. Du coup, il y a plein de points dans un espace noir, donc un peu comme dans Star Wars, comme si c'était des étoiles. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un mouvement d'approche dans cet environnement, mais la vidéo ne passe pas. Problème de PowerPoint. Bon, tant pis, c'est pas grave, Méric. T'arrives à le faire en... Ah, cool. Ok. Du coup, là, c'est comme... Là, ce que vous voyez, je vais revenir un peu parce que les autres sont... Les premiers sont plus clairs. Ah. Ok. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas celui d'approche, mais grosso modo, ce que vous voyez, c'est le participant est dans l'environnement, et ce que ça simule, c'est comme si le participant s'éloignait de l'environnement, il y a tous les points qui partent vers le point de fuite. Ok. Il y a pareil avec l'approche, le participant s'approche de l'environnement, et donc les points partent vers l'extérieur. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mixer en fait les deux après, c'est-à-dire faire certains points qui s'approchent, d'autres qui s'éloignent, et faire varier la proportion comme ça. Okay. Donc là, il y a la plupart des points qui s'approchent, mais il y en a quand même quelques-uns qui s'éloignent, et on peut faire des stimuli qui commencent à être difficiles à dire s'il y a plus de points qui s'approchent et qui s'éloignent. Par exemple, celui-là, ça commence à être dur à dire s'il y a plus de points qui s'approchent et qui s'éloignent. Okay. Donc c'est l'idée, on construit plein de stimuli avec différentes proportions d'approche et d'évitement. Ok, du coup, je vous fais la procédure de manière explicite pour que ce soit plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter aux participants dans un premier temps un stimulus, positif ou négatif. Okay. On imagine que ce stimulus il va réactiver un flux visuel d'approche ou d'évitement. Ça, c'est ce qu'on imagine au niveau théorique.
Et ensuite, on présente le stimulus visuel, un des stimulus visuels que je vous ai présenté juste avant, avec plus ou moins d'approche et d'évitement. Et la tâche du participant, c'est de dire est-ce qu'il y a plus de points qui s'approchent ou est-ce qu'il y a plus de points qui s'éloignent. C'est une tâche où il y a juste deux réponses. Est-ce qu'il y a plus de points qui s'approchent, plus de points qui s'éloignent? C'est simplement la tâche du participant. Ça passe 2 slides par 2 slides, c'est chaud. Mais c'est pas grave, au pire. Ça... Je vais retirer avec ça, c'est mieux. Ok, donc le participant il voit une croix de fixation. Ensuite, un mot positif ou négatif, par exemple le mot bébé. On imagine que ça réactive dans le cerveau du participant un flux visuel d'approche. Ensuite, on lui montre la scène visuelle avec des points qui s'approchent et qui s'éloignent. Et le participant doit dire est-ce qu'il y a plus de points qui s'approchent ou plus de points qui s'éloignent. Là, par exemple, il y avait un petit peu plus de points qui s'éloignaient. Mais on imagine que du coup, le mot potentiellement peut influencer la perception des participants. Et comme ça, il y a ensuite plein d'essais avec des mots positifs, des mots négatifs, un mot, une scène visuelle, si elle veut bien. Bon, là, il n'a pas marché, mais c'est pas grave. Le participant répond. Et voilà. Ok, du coup, si on résume l'expérience, en fait, ce qu'on peut faire, c'est définir une variable qui va être assez simple pour ensuite expliquer les résultats. Cette variable, c'est la compatibilité de l'essai, et en fait, c'est assez simple. L'idée, c'est que quand on présente une amorce positive, elle devrait réactiver un flux visuel d'approche, donc une perception accrue d'approche. Et donc, si le stimulus visuel il a effectivement plus d'approche, bah, l'essai, on peut dire qu'il est compatible. Les participants, ils devraient être meilleurs. Okay, si l'amorce est positive, mais que le stimulus visuel comporte plus d'évitement, bah, c'est incompatible. Le participant, potentiellement, ça ne va pas trop l'aider pour arriver à percevoir bien qu'il y a plus d'évitement dans le flux visuel, etc. Si l'amorce est négative, qu'il y a plus d'approche, ça va être incompatible et vous avez compris l'idée. Du coup, notre prédiction, c'est qu'il y aura des meilleures performances de perception visuelle des flux visuels d'approche, d'évitement, de discrimination, dans les essais compatibles plutôt que dans les essais incompatibles. Ça, c'est la prédiction. Et je vous montre les résultats maintenant. Okay. Avant de vous montrer les résultats, je vous explique un peu le graphique parce qu'il n'est pas évident. Du coup, en Y, en ordonnée, ce que vous avez, c'est la réponse du participant, approche ou évitement. Vers le bas, c'est réponse évitement. Vers le haut, c'est réponse approche. Okay. Ensuite, vous allez avoir des points de probabilité. Et sur l'axe des abscisses, l'axe des X, vous avez le nombre de points qui approchent moins le nombre de points qui évitent. Donc en fait, 0, c'est il y a autant de points qui approchent que de points qui évitent. Moins 200, ce serait il y a 200 points de plus qui évitent. Donc genre, il y en a 600 qui évitent, 400 qui approchent. Et genre 400, ce serait il y a 400 points de plus qui approchent. Par exemple, il y a 700 points qui approchent et 300 qui évitent. Ok, donc ça, c'est le graphique. Les résultats, c'est ceux-là. Donc vous voyez deux courbes de régression en fonction de la compatibilité, compatible, incompatible, bleu-rouge. Ce que vous pouvez voir, c'est que les participants ils semblent un peu meilleurs quand même dans la condition compatible. Ils arrivent mieux à discriminer les flux visuels. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais ici une réponse parfaite en fait, pour vous représenter une réponse parfaite, un robot qui serait capable de compter tous les points et de donner tout le temps la bonne réponse, il répondrait tout le temps évitement quand il y a plus de points qui évitent, et dès qu'il y a plus de points qui approchent, il répondrait tout le temps approche. Donc en gros, c'est une sorte de fonction carrée, ça serait la réponse parfaite. Et plus on s'approche de cette fonction carrée, bah, plus on a des bonnes réponses, plus on est performant dans la tâche. Du coup, là, c'est ce qu'on voit. On voit que les participants dans la condition compatible, ils ont des meilleures performances que dans la condition incompatible. Du coup, ça correspond à nos prédictions. On est plutôt content. Cette expérience, elle était faite avec 103 participants. Un des problèmes qu'on a eu dans l'expérience, c'est qu'on a dû exclure 47 participants, en fait. En fait, il y a une partie des participants pour lesquels on n'arrivait pas à dire, on n'arrivait pas à détecter s'ils étaient meilleurs que le hasard, parce qu'en fait, la tâche n'est pas si simple que ça à faire. Et il y a une autre partie des participants où on a eu un autre problème, où en fait, il y a plein de participants qui ont mal compris la tâche. Ils ont compris, par exemple, est-ce que les points approchent du centre, du coup, ils ont répondu un peu n'importe quoi. Du coup, ça fait beaucoup d'exclusions. C'était des critères d'exclusion qui sont bien évidemment préenregistrés, etc. Si on inclut tous les participants, les résultats ne sont pas énormément bien différents. C'est toujours significatif, etc. Mais c'est quand même pas l'idéal, et c'était une première expérience. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est une réplication, cette fois en ligne. Là, c'était en box à Grenoble, et cette fois avec 160 participants et participantes. Je vous montre direct les résultats de la réplication, c'est ceux-là. Du coup, vous pouvez voir que cette fois... Est-ce que c'est le bon? Je crois que c'est le bon. Oui, c'est bon. Pardon. Vous pouvez voir que cette fois, les deux droites, elles sont vraiment presque superposées. Donc s'il y a un effet, il n'est vraiment pas très grand là sur cette réplication. Vous pouvez voir quand même que ça va dans le sens des hypothèses. La courbe bleue, elle est plus pentue que la courbe rouge. Et un truc que j'ai oublié de vous dire, dans cette réplication, on a fait un truc qu'il ne faut pas trop faire en général quand on veut faire une réplication directe. C'est-à-dire qu'on a rajouté des nouveaux stimuli sur les extrémités. Vu que les participants n'étaient pas très bons, on s'est dit on va en rajouter. Ce sera plus simple pour exclure les participants qui répondent au hasard, etc. Et du coup, potentiellement, ça peut être un truc en fait qui a fait un petit peu chuter l'effet.
Et du coup, en analyse exploratoire, ce que j'ai décidé de faire, c'est de revenir dans les mêmes conditions que l'étude originale, exclure ces nouveaux essais, juste prendre les essais originaux et voir ce que ça donne. Et quand on fait ça, la différence entre les deux courbes, elle s'accroît un petit peu. Et au niveau inférentiel, la différence entre les deux courbes, elle devient significative. Alors après, du coup, ça va prendre avec des pincettes, c'est des analyses exploratoires, etc. Ok, bah, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter. Du coup, en termes de discussion, ces expériences, elles permettent d'apporter quelques petites preuves à l'idée qu'il pourrait y avoir une réactivation vraiment sensorielle d'un flux visuel d'approche ou d'évitement quand on présente tout simplement un mot positif ou négatif. Bon, cependant, il y a quand même des explications alternatives qui sont possibles. Par exemple, une des explications simples, ce serait que c'est dû en fait à un biais de réponse et pas un effet visuel. Par exemple, on sait que la réponse approche, elle est très liée au positif et la réponse évitement, elle est très liée au négatif. Et donc, c'est possible qu'en fait, un mot positif, il réactiverait la réponse approche directement et pas une perception visuelle d'un flux visuel d'approche. Et donc, ça pourrait expliquer potentiellement un petit peu les résultats. Une possibilité pour exclure cette interprétation alternative ou la modérer, ce serait de changer tout simplement les labels de réponse, plus demander aux participants est-ce qu'il y a plus de points qui approchent ou qui évitent, mais par exemple, est-ce qu'il y en a plus qui vont vers le centre, vers les extrémités. A priori, le centre et les extrémités, c'est un peu moins balancé. Du coup, ça pourrait potentiellement exclure un petit peu ce genre d'interprétation. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Du coup, je vous remercie pour votre attention.